Bienvenue dans le cycle de poésie vivante. Je suis avec Pierre Vanclair. Bonjour. Bonjour. Poète français, et on va faire une petite conversation et la lecture de quelques poèmes avec les traductions en espagnol. Et en principe, je voulais vous... Bon, j'avais lu un peu sur votre œuvre. C'était très intéressant parce que c'est assez difficile pour nous d'avoir un accès à la poésie contemporaine française. Personnellement, j'avais eu l'intérêt avant de rechercher et ça a été assez difficile d'assurer un peu ce qui passe aujourd'hui dans la poésie française. Et j'ai vu que vous avez la revue Catastrophe. Et j'ai vu là que vous traduisez, mais aussi vous publiez à cette poète des inédits. Et donc, peut-être vous pourrez parler un peu ça, comme cette revue qui a quelques années déjà a une position dans la diffusion de la poésie non contemporaine là. Alors, merci beaucoup pour votre invitation et votre intérêt. La revue Catastrophe, en effet, on l'a lancée avec deux amis, Laurent Albarracin et Guillaume Condello, en octobre 2017. Et l'idée, c'était vraiment de produire un espace de rencontre entre la poésie française et puis la poésie d'autres langues. Alors, du fait des gens qu'on connaît et puis de la manière dont les langues sont pratiquées en France, on a un peu une surreprésentation de la poésie anglo-saxonne dans les traductions qu'on fait. Mais on a aussi un petit peu de poésie espagnole et sud-américaine. Et de la poésie contemporaine, de la poésie un petit peu plus ancienne, et beaucoup de poésie française, des poètes de tous âges, de toutes générations, qui nous envoient leurs textes, ou alors qu'on mobilise nous, c'est-à-dire que ça nous arrive souvent d'aller demander, quand on a une idée, on veut faire un dossier sur tel ou tel point, on va demander à quelqu'un s'il veut bien nous produire un texte, parce que son œuvre correspond ou travaille à certains des aspects qui nous intéressent dans le dossier qu'on est en train de travailler. Et on travaille beaucoup aussi avec les feuilletons, c'est-à-dire que on conçoit la revue comme une espèce de laboratoire à l'intérieur duquel les poètes peuvent ouvrir leur atelier et donc travailler en quelque sorte comme des brouillons d'une séance sur l'autre, d'un épisode sur l'autre, d'un numéro de la revue sur l'autre, de telle manière que le lecteur a l'impression en quelque sorte d'avoir accès au travail en train de se faire. Et puis une fois par an ou une fois tous les 18 mois, on produit un numéro en papier qui là récapitule en quelque sorte certains des feuilletons qui sont parus en ligne, de telle manière qu'on peut avoir aussi une autre expérience de lecture quand on est lecteur, ou bien voir les feuilletons au fur et à mesure de leur publication en ligne, ou bien les voir réunis dans leur intégrité sur le livre papier. C'est très intéressant aussi, bon, quand j'ai vu la revue, cette combinaison avec des poètes contemporains français et un intérêt aussi dans la tradition, bon, française, mais aussi d'autre part. Et quand je lis vos textes que vous m'avez demandé dans ce cas, et un peu sur vos travail avec La Sauvagerie, que je crois que c'est un livre très intéressant, ce que j'ai pu lire. Là, il y avait ce travail, non? Ces voix collectives, ces rencontres entre les références contemporaines, les références à la tradition. Si vous peut-être pouvez élaborer un peu ça. Et bon, c'est aussi pour moi très intéressant le travail collectif que vous faites là, dans ce livre. Donc, peut-être un peu parler de ça, que je crois que aussi a une relation avec le texte qu'on va lire après, à la fin de la cycle. Ouais. Alors, en fait, La Sauvagerie, en effet, c'est un livre qui est composé de 500 poèmes, dont 50 ont été commandés à des amis poètes et poétesses.
Et à chaque fois qu'ils me donnaient un poème sur un thème que je leur avais demandé, j'en répondais 9, si bien que l'ensemble du texte, comme ça, a été créé à partir de leur poème, pour retrouver une espèce d'œuvre vraiment collective. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'épopée, et j'étais fasciné par la dimension collective de l'épopée. Quand on regarde l'Iliade, l'Odyssée, on dit que ce sont les œuvres d'Homère, mais en fait, c'est pas Homère, c'est pas un individu, c'est tout un peuple en quelque sorte qui fabrique ensemble un ensemble d'histoires, de poèmes, de contes. Et Homère, c'est simplement l'individu, s'il a jamais existé, qui vient à la fin et qui, en quelque sorte, donne une version de cette œuvre collective. Et face à la question de l'écocide, de la crise de l'Anthropocène, des problèmes climatiques, je me disais qu'on ne pouvait pas en rester à une attitude individuelle de chaque écrivain qui reste dans son coin, qui essaye de faire l'œuvre la plus singulière possible pour marquer sa petite patte, mettre sa petite signature, mais que ça mobilisait, ça impliquait de se mobiliser à plusieurs et de proposer comme ça une espèce de front de poétesses et de poètes pour montrer que la poésie, ça peut être autre chose que l'investigation privée de ses sentiments, mais que ça peut être un acte politique, ça peut être une manière d'agir ensemble dans la langue et de proposer une vision collective du monde et de l'action, quoi. Et donc, c'est vrai qu'il y a un passage avec la revue Catastrophe. La Catastrophe aussi, c'est en quelque sorte une œuvre collective, puisque la revue se nourrit d'une multitude de voix. Et avec La Sauvagerie, j'ai essayé de prolonger ça dans le livre. Là, je suis en train de fabriquer un autre travail collectif. On lira tout à l'heure un poème sur le Rhône. Je suis en train de fabriquer un autre poème sur le Rhône, avec une vingtaine de poètes qui habitent tous au bord de ce même fleuve, avec cette idée que tous ensemble, on forme en quelque sorte le peuple du Rhône, et que le peuple du Rhône doit être aussi divers, aussi varié que ne l'est le Rhône lui-même avec ses multiples affluents. Et donc, il faut que ça soit polyphonique, il faut qu'il y ait une multitude de voix qui puissent chanter ce fleuve pour le célébrer, et puis pour lui donner une existence politique, le défendre. On sait que dans les temps qui sont les nôtres, la défense des écosystèmes, la défense des bassins versants, c'est un enjeu vraiment important. Alors la poésie à elle seule ne peut pas tout faire, mais c'est une manière de donner une existence symbolique, culturelle à un objet comme ça, qui est en fait très précieux pour nous tous, puisque nous avons besoin de son eau pour boire, pour naviguer, pour l'électricité de nos ordinateurs, etc. Et donc le célébrer en poème et collectivement, ça a vraiment du sens. Oui, c'est très intéressant parce que quand je lis la déclaration un peu de la revue Catastrophe, j'ai vu cette relation avec une idée à peu près du collectif, mais aussi une posture politique de résistance, comme ce poème qui a un sens, pas seulement dans la même écriture, mais dans la forme, par exemple, La Sauvagerie se forme avec les voix des autres personnes. Là, il y a deux gestes en même temps. Et là, c'est, comme je veux dire, le thème du écocide, que c'est un peu transversal. Je crois que au moment de traduire quelque chose comme ça dans l'espagnol ou dans notre contexte au Chili, c'est aussi assez important, et on peut comprendre le geste dans c'est quelque chose d'universel, non? Et puis je voulais un peu vous demander, parce que je lu que vous avez habité dans plusieurs parties du monde, spécialement en Asie. C'est ce que je suis pas en Asie, oui. C'est intéressant parce que votre texte, quand je lis le texte de Rhône, c'était assez localisé, non? C'était un texte qui avait un intérêt très spécial dans cette place spécifique de qu'on habite, non?
Mais peut-être vous pourrez parler un peu de comment il y a dans cela cet intérêt dans l'espace local et avec aussi des expériences, j'imagine, de lecture et d'écriture aussi dans différentes places. Ouais, alors vous avez tout à fait raison. La question du lieu, pour moi, elle est vraiment très importante. J'ai l'impression que l'écriture d'un poème, en fait, c'est un peu comme une cérémonie ancienne que pouvaient avoir d'autres peuples avant l'Occident, qui trouvent dans les lieux et dans l'organisation des lieux les forces et les espèces d'âmes, d'esprit qu'il faut célébrer dans le chant. Et moi, j'ai l'impression que le poème, c'est la même chose. C'est quelque chose qui est la manière qu'on a d'interagir avec un lieu, d'en tracer de tracer une espèce de carte de ses forces. Et en ça, le fait d'avoir vécu en Asie, le fait d'avoir vécu en Angleterre, aujourd'hui d'être en Suisse et d'être toujours dans des lieux différents, qui sont pas du tout les lieux où j'ai été élevé, où j'ai grandi, ça fait que effectivement, je suis très sensible à cette question des lieux, de l'inconnu, etc. Et là, je suis en train d'écrire une tétralogie, donc 4 livres, dont le premier est un livre des lieux, le deuxième un livre des personnes. Et l'idée, c'est que si le rôle de la poésie, ça doit être non pas de s'inscrire dans les courants littéraires, non pas de je sais pas quoi, mais un projet assez simple qui est d'essayer de comprendre ce qui est important dans notre vie et de le dire, de le célébrer et de le partager. À ce moment-là, les lieux sont les endroits pour moi où se joue cet intérêt-là, essayer de cartographier ce qui est important pour nous dans les lieux où l'on est. Alors par exemple, là, le poème dont tu parles sur le Rhône, c'est un poème sur le barrage. Le barrage, c'est quelque chose d'extrêmement important pour la vie du fleuve. C'est aussi quelque chose d'extrêmement important pour les gens qui vivent autour, puisqu'il fournit l'électricité. Donc, le barrage n'est pas un objet très habituel dans la tradition de poésie. Il n'y a pas beaucoup de poésie de barrage. Et pourtant, c'est quelque chose qui est vraiment central dans la vie de quelqu'un qui habite à côté d'un fleuve. Et donc, moi, j'ai essayé de me dire, voilà, j'oublie un peu tout ce que je sais sur la poésie et j'essaye de voir comme un animal qui parcourt un nouveau biotope, d'essayer de comprendre comment cet espace fonctionne, qu'est-ce qui est important dans cet espace, d'où viennent les forces, etc. Et dans ce cadre-là, à la fois quand j'étais en Chine, parce que j'ai écrit un livre sur la Chine qui s'appelle Le cours des choses, quand j'étais en Angleterre et maintenant en Suisse, j'essaye à chaque fois de renifler comme un chien, de renifler l'espace, de voir d'où viennent les choses, d'où viennent les forces. Et le poème est le chant qui s'élève de cette tentative-là. Oui, c'est très intéressant aussi parce que j'ai lu une interview qui parlait vous parlez de vos livres, que vous avez un intérêt aussi dans cette idée du c'est magique, non? Comme vous parlez de cette relation avec la poésie, de quelque chose antérieur à Occident ou ces courants littéraires dont vous parlez. Aussi, il y a quelque chose je crois, dans cette façon de se relationner avec l'espace qui passe directement par une expérience personnelle, mais aussi par une expérience collective, non? Cette célébration que vous en parlez, ça, je pense plutôt à cette célébration un peu collective aussi à partir de l'expérience, mais qui a du sens quand elle a une relation avec les autres dans cet espace. Parce que si vous parlez de ce livre qui a les places, les personnes, et donc la place n'est pas suffisante je pense maintenant, la place n'est pas assez ou pas suffisante pour parler, pas de célébration, mais les personnes et le dialogue un peu avec dans la poésie, c'est partie peut-être, vous direz, assez importante dans votre écriture. Ouais, tout à fait. En fait, moi,
j'essaye d'oublier tout ce que j'ai appris sur la littérature, sur le fait qu'il y aurait, je sais pas moi, une histoire de la littérature avec des grands auteurs qui se succéderaient, qui feraient une révolution les uns après les autres. Il y aurait, je sais pas moi, il y aurait Neruda, après il y aurait tel autre poète, et après il y aurait tel autre poète, et ça ferait comme ça une espèce d'histoire qui serait l'histoire de la littérature avec ses révolutions, ses courants stylistiques, etc. Et je trouve que c'est une manière de voir qui est sans doute pratique à l'école ou à l'université, mais qui ne dit pas du tout ce qui est important dans la littérature. Et pour moi, ce qui est important, ce n'est pas du tout ces histoires de courants, d'écrire comme si on s'adressait au mur des siècles. Pour moi, ce qui m'importe vraiment dans la littérature, c'est simplement qu'on peut s'en servir pour intensifier la manière dont on s'adresse à quelqu'un. On peut utiliser tous les dispositifs de l'écriture, la forme, toutes les questions de forme, comme des instruments pour intensifier notre relation au monde, notre relation aux autres. Et en ça, moi, j'aurais tendance à voir la littérature un peu comme des rituels sociaux qui viennent avant la modernité et qui peut-être viendront aussi après la modernité, c'est-à-dire après le collapse, après la fin du monde, quand il y aura plus de cinéma, quand il y aura plus de grands spectacles, etc. On pourra toujours faire la littérature parce que on a besoin de rien, on a besoin simplement du langage. Donc c'est l'art le plus pauvre et c'est l'art qui nous met en connexion avec les forces des lieux, avec les personnes et même qui d'une certaine manière est aussi moi je vois pas trop non plus de différence avec la philosophie d'une certaine manière, avec une philosophie très archaïque comme celle, je sais pas moi, de Parménide ou d'Héraclite. Et moi, j'essaye vraiment de revenir à ce lieu comme ça, pré-moderne, où la poésie est une espèce d'espace total qui est à la fois notre rapport au lieu, notre rapport aux personnes, notre rapport à la vérité, notre rapport à l'histoire, une espèce de langage total dans laquelle tout se joue et non pas une histoire de courant littéraire, de style et de qui va faire la prochaine révolution et qui est l'avant-garde, quoi. Donc j'essaie vraiment de trouver dans la poésie comme ça une espèce de parole pleine, absolue, dans lequel tout se jouerait. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que il y avait 4 livres. Le premier, c'est le livre des lieux, le deuxième, livre des personnes. Le troisième, ça devrait être un livre des événements, c'est-à-dire en quelque sorte une sorte de livre d'histoire. Et le quatrième, un livre des structures, où serait en jeu la question ontologique, la question de la philosophie, de qu'est-ce qui existe. Donc j'essaie vraiment de fabriquer comme ça une espèce de parole totale qui est que le poème pourrait prendre en charge pour la communiquer et pour essayer de transmettre. Ultimement, la question, c'est essayer de transmettre un point de vue sur ce qui vaut, sur la valeur. C'est-à-dire essayer de dire à quelqu'un, voilà ce qui compte pour moi, voilà ce dont j'ai l'impression que la parole peut se charger de dire et de souligner et de célébrer. C'est très intéressant. On va maintenant faire la partie de la lecture. Oui. Merci beaucoup. Merci. Les vents s'étaient mis à souffler. Les journalistes interviewaient le directeur comme tous les 4 ans pour l'abaissement partiel. Ce sont les sédiments de larves se déposant, s'accumulant qui provoquent des risques d'inondation, criait-il, et des nuages gorgés de mauvaise foi rincèrent les arbres sentencieux. Les fils de l'électricité avaient menacé le soleil de le couper en tranches épaisses et il s'était enfui. Les bois flottés s'offraient, craquelant comme des défenses au milieu des fantômes de batraciens crevés. Il ne suggérait rien de ce qu'un éléphant, ailleurs, avait aimé. On parcourt le monde en pirogue et non en métaphore. Les fuligules morillons, flottant sur les flaques croupies, ne comptaient pas sur un putride wasteland. La pêche au filet de bave ne ramenait que le nom des dernières bêtes que notre civilisation, sa propre chasse tirée, avait pu laisser derrière elle en s'en allant. Maintenant, les terres craquaient sous l'absence de fleuve. Les spectateurs sur le barrage, comme le pont d'un bateau échoué, photographiaient, apitoyés. Allais-je articuler comme un dernier fragment d'élocution sensée dans mon carnet le chant du recommencement ? Je parcourais les berges dans tous sens, en amont, en aval,
du barrage, à mesurer la catastrophe au sifflotis, du discours que le sec du fleuve ne tenait pas, ni sur l'amour, ni sur la poésie. Le barrage non plus, défense bâti-béton pour tirer des mouvements de l'eau, tranquillité d'esprit face aux inondations et profits électriques. Et les canards, ils imitaient leurs propriétés génériques. Eussent-ils mieux fait, en hommage à l'apport de leur espèce à l'être, de se haïr ? Los vientos habían comenzado a soplar. Los periodistas entrevistaban al director como cada 4 años sobre el rebajamiento parcial. Son los sedimentos del río Arve depositándose, acumulándose, que provocan riesgos de inundación, gritaba, y las nubes atiborradas de mala fe enjuagaron los árboles sentenciosos. Los cables de electricidad amenazaron al sol con cortarlo en rodajas gruesas y éste se había escapado. La madera a la deriva se ofrecía, crujiendo como colmillos en medio de los fantasmas de batracios muertos. No sugerirían nada de lo que un elefante, en otro lugar, había amado. Recorremos el mundo sobre una canoa y no sobre metáforas. Los patos porrones, flotando en charcos estancados, no contaban con un wasteland pútrido. La pesca con red de limo trajo solo los nombres de las últimas bestias que nuestra civilización, su propia casa desechada, pudo dejar atrás al retirarse. Ahora, las tierras crujían bajo la ausencia del río. Los espectadores sobre el embalse, como la cubierta de un barco encallado, fotografiaban compadecidos. Iba a articular como último fragmento de discurso sensato en mi libreta el canto del volver a empezar. Recorría las riberas en todos los sentidos, río arriba, río abajo del embalse para medir la catástrofe con silbidos. Del discurso que lo seco del río no tiene, ni sobre el amor ni sobre la poesía. El embalse tampoco, defensa construida en concreto para extraer de los movimientos del agua la tranquilidad frente a las inundaciones y los beneficios de la electricidad. Y los patos imitaban sus propiedades genéricas. ¿Habrían hecho mejor como homenaje a la contribución de su especie al ser, al odiarse unos a otros? 2. Longtemps avant comme d'y pêcher, le traverser ou le descendre, acheminant les animaux, humains et marchandises s'y baigner, puis le gainé béton de berges et barrages attirer l'électricité faisant frémir des lignes à haute tension grâce auxquelles tiennent les miennes, longtemps avant, le Rhône n'avait pas de nom. Et le poème, dont la cérémonie singe recommencer alors qu'il s'appuie contre tout, doit contempler ce précédent humide avec humilité. Le niera-t-il en s'instruisant de son histoire? Songera-t-il un monde sans eau à la surface sans reflet? Qu'il se pose au milieu, imite le barrage à verboyer. Sur une scène, comme au pont d'un bateau échoué, quelqu'un, ce n'est pas un acteur, s'avance feignant de rien devoir à ceux qui le précèdent, travail accumulé, angoisse dans les loges, sous les projecteurs aveuglants allumés pour laisser dans l'ombre les conditions matérielles, machines et techniciens sans lesquels il n'y aurait de spectacle. Sort-il de scène, après les applaudissements demande « À quoi tiens-tu » Quoi qu'il réponde, le nier restera nécessaire au drame. Conditions de néant qui s'ajoutent au matériel, depuis lesquels ce verboiement, qui n'en est pas au commencement mais au déluge. Nous en sommes protégés à la fois par de hautes barrières et par leurs triangles danger, leurs pictogrammes indélébiles rouges en train de se noyer sur la pancarte blanche. Le Rhône hurlait d'immenses masses d'eau. On le contemple. On peut descendre de l'autre côté du barrage où le courant est asséché comme un poème moderne. Quelques cormorans flottent. Mais de ce côté-ci, l'eau en furie nous demeure interdite, se rue sur le delta de vaste Méditerranée d'où les nuages l'aspireront et la feront voler dans l'espace pour le grand cycle.
2. Mucho antes de que el hombre pescara en él, lo cruzara o descendiera, transportara animales, seres humanos y mercancías, se bañara en él y luego le enfundara sus orillas con hormigón y un embalse para extraer electricidad, haciendo temblar las líneas de alta tensión gracias a las cuales las mías se sostienen. Mucho antes, el río Ródano no tenía nombre, y el poema, cuya ceremonia finge a empezar al apoyarse en todo, debe contemplar este precedente húmedo con humildad. Lo negará al conocer su historia, soñará con un mundo sin agua, su superficie sin reflejos, que se pose en el medio, que imite el embalse verboso. Sobre un escenario, como en la cubierta de un barco encallado, alguien, no es un actor, se acerca fingiendo que no le debe nada a quien lo precede. Trabajo acumulado, angustia en los camerinos, bajo los proyectores enceguecedores encendidos para dejar en la sombra las condiciones materiales, las máquinas y técnicos sin quienes no habría espectáculo. Sale de la escena, después de los aplausos, pregunta, ¿qué es importante para ti? Sea cual sea su respuesta, negarlo seguirá siendo necesario para el drama. Una condición de la nada que se añada a los materiales de los que, esta verborrea, que no está al principio sino en el diluvio, de ella estamos protegidos, tanto por las altas barreras como por su triángulo de peligro, indeleble pictograma rojo que se ahoga en la señal blanca. El Ródano aullaba inmensas masas de agua. Lo contemplamos. Podemos descender al otro lado del embalse donde la corriente se secó como un poema moderno. Algunos cormoranes flotan. Pero de este lado el agua furiosa nos sigue estando prohibida, se precipita hacia el vasto delta del Mediterráneo, desde donde las nubes la aspirarán y la enviarán a volar al espacio para el gran ciclo.